J'ai décidé d'axer ma présentation sur l'agriculture et le changement climatique. On sait tous que l'agriculture est vulnérable au changement climatique. On sait que les rendements vont baisser, les revenus agricoles avec. On sait qu'il y aura de multiples conséquences dans tout le système alimentaire, le prix des aliments, mais aussi la qualité des aliments et la sécurité alimentaire, parce qu'avec le changement climatique, plus l'augmentation de concentration de gaz carbonique, ça a des effets sur la physiologie des plantes, sur la composition des aliments, et nutriments vont être de plus en plus dilués dans les calories et aussi dans les composantes antinutritionnelles. L'agriculture, en même temps, contribue au changement climatique. C'est une source majeure des gaz à effet de serre, tant par les émissions directes que vous voyez ici, non seulement le gaz carbonique, mais aussi des gaz à effet de serre à effet beaucoup plus important par molécule, l'oxyde nitreux dégagé par les sols agricoles et le méthane par les fermentations entériques. L'agriculture contribue aussi beaucoup à des émissions indirectes par la déforestation, par les changements dans l'utilisation des terres et la perte de carbone dans la matière organique du sol suite à ces changements d'utilisation des terres ne sont qu'un seul des multiples conséquences de la domestication des sols. Donc, il est évident qu'il faut que l'agriculture devienne climato-intelligente. Et il y a des initiatives dans ce sens et même des alliances globales qui se sont mises en position. Mais exactement comment arriver à faire d'une agriculture climato-intelligente est très contentieux, comme vous allez voir. L'initiative Climate Smart Agriculture, l'agriculture climato-intelligente, est basée sur 3 principes. D'abord, augmenter de façon durable la production et les revenus agricoles, adapter l'agriculture au changement climatique et le rendre résiliente, et réduire des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup de monde qui s'est mobilisé autour de ce thème. Il y a même une alliance globale, chapeautée par la FAO et aussi par les CG, qui s'est mise en place et qui a déjà eu pas mal de réunions. En France, il y a une initiative un peu similaire, l'initiative 4 pour 1000, dont l'objectif est d'améliorer des stocks de matière organique dans le sol de 4 parts pour 1000 par an. Ce n'est pas spécifié exactement combien d'années, mais tous les ans. Donc, dans ces initiatives, les mesures sont prises souvent pour la mitigation, mais l'idée est, je pense qu'on appelle ça atténuation en français plutôt que mitigation, donc c'est un anglicisme, excusez-moi. Donc les mesures prises pour l'atténuation vont aussi contribuer à l'adaptation et à la sécurité alimentaire. Quelques exemples, augmentation des stocks de carbone dans le sol, ça va aider à fermer les cycles biogéochimiques. Une idée est d'intensifier de façon durable l'agriculture pour épargner la végétation native. Un élément de cette initiative est d'intégrer l'agriculture dans l'économie du carbone. Et il y avait à Montpellier, en mars de cette année, une conférence sur le thème d'agriculture climato-intelligente où on voyait les différents courants de pensée dans ce domaine. Et il y a même une résolution qui a été faite, un message envoyé pour la planification des réunions sur le climat et le changement climatique que vous pouvez voir là. OK, cette initiative semble bonne, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec la façon de faire et surtout avec l'initiative Climate Smart Agriculture. J'ai découvert ces débats et je pense qu'ils sont importants. Je voudrais vous présenter quelques-uns. Une critique fréquente est que l'initiative focalise sur un seul composant du système alimentaire, c'est-à-dire la production, sans vraiment prendre en compte toutes les choses en amont et en aval de la production,
par exemple, la pré-production, là, il y a une énorme quantité d'émissions qui ne sont pas directement liées à l'agriculture, mais bien sûr à la production d'aliments. Il y a aussi beaucoup d'émissions dans les phases post-production. Et donc, un argument est qu'il faut plutôt une initiative qui focalise sur tous les éléments du système alimentaire pour pouvoir avancer. Donc, un autre type de critique de cette initiative est la définition de la durabilité. Vous vous souvenez, le premier principe, c'est une production durable. Mais comment définir la durabilité? Les critiques de l'initiative CSA sont que les indicateurs qui sont utilisés sont assez réducteurs, sont axés sur une ou quelques dimensions de durabilité. Le même est vrai pour l'initiative 4 pour 1000. Et une des conférenciers au Climate Smart Agriculture en mars 2015 a dit « The impression is that almost anything, any technology or practice could be justified as long as its CO2 emission equivalent per unit of produce is low. » Et donc, selon ces critiques, utiliser ces seuls indicateurs, comme fait l'initiative, masque la vraie performance holistique du système en termes d'efficacité d'utilisation des ressources et de résilience généralisée, et ne prend pas en compte les impacts environnementaux qui sont non liés directement au climat, par exemple la pollution des eaux et la perte de la biodiversité, qu'on voit est aussi important que le changement climatique comme système en déroute. Un point focal des critiques autour de l'initiative Climate Smart Agriculture vient de l'agroécologie, qui, pour les tenants, c'est une discipline, un ensemble de pratiques qui suit pas seulement ces trois principes, mais des principes de diversité, d'efficacité d'utilisation des ressources, de recyclage, de régulation naturelle, de synergie. Selon les protagonistes de l'agroécologie, l'agroécologie est déjà climato-intelligente, mais ce n'est pas synonyme avec ce que veut dire l'Alliance qui prône le CSA. Donc, les points de critique, comment définir la durabilité? Souvent est noté l'absence de critères environnementaux et sociaux. On met parfois en question l'intégrité des systèmes de compensation au carbone, les Carbon Offset Schemes. La gouvernance et la structure de pouvoir ne sont pas claires et accountability, les responsabilités ne sont pas claires. Et donc, selon les protagonistes de l'agroécologie, elle est plus climato-intelligente que le CSA. Bon, bien sûr, il y a un dialogue qui sont engagés. Les protagonistes de l'initiative CSA tentent de répondre à ces critiques et on voit avec satisfaction qu'il y a quand même un dialogue qui est lancé entre ce qu'on peut dire ces deux pôles. Et je prends un élément d'une présentation de Michel Schleifer. Je n'étais pas présent, mais j'ai lu les résumés. Pour voir un peu comment la coopération régionale française agit dans cette zone. Et on voit que ces éléments de débat entrent bien en compte avec des thèmes pertinents pour un nouvel pacte pour l'agriculture climato-intelligente, l'inclusion des facteurs sociaux et économiques, un dialogue entre savoirs scientifiques et savoirs locaux, et l'agrobiodiversité comme composante de l'agriculture climato-intelligente. Donc, on voit qu'il y a un dialogue engagé et je pense que ça me semble des choses très intéressantes. Je voudrais terminer. Je pense que je vais tenir c'est difficile d'être loquace de nature et le dernier intervenant dans une journée chargée. Mais donc, 5 minutes. OK. On peut dire que de nombreuses pratiques de l'agriculture familiale à petite échelle sont déjà climato-intelligentes et peut-être il faut entendre un peu plus les agriculteurs, les smallholders, les family farmers, pour voir ce qu'ils font et essayer de faire ça à plus grande échelle. Même l'agriculture itinérante sur roulis tente d'écrire
comme destructeur de forêt peut être climato-intelligent si la jachère est suffisamment longue. C'est malheureusement pas partout le cas, mais il y a des endroits où c'est le cas. Des études en Asie tropicale ont montré que oui, il y a une perte de carbone dans la phase initiale, le brûlis, mais là où le système marche bien et la jachère est suffisamment longue, cette perte initiale est largement compensée par le stockage de carbone dans les jachères gérées. Et dans certains cas où un système d'agriculture itinérante brûlis qui fonctionnait encore bien a été remplacé par une culture plus permanente, il y avait en fait une diminution du carbone dans les sols. Et donc, les dernières 3 minutes, un petit regard sur le rôle des innovations indigènes, surtout en Amérique latine. Un exemple très, très remarquable, c'est quand l'occupation humaine sur de longues périodes transforme les sols. Je vais vous parler des anthrosols de type ADE, Anthropogenic Dark Earth. Ils étaient connus avant comme Amazonian Dark Earth, mais maintenant on les trouve en Afrique occidentale et probablement en Asie. Qu'est-ce qui se passe? On prend une sol rouge, jaune, tropical, lessivé, et par l'occupation humaine intensive et pendant de longue durée, on transforme les sols non seulement en couleur, mais aussi en propriété. La couleur noire de ces sols, c'est dû à des accumulations de charbon qui, par une heureuse circonstance, remplace de façon fonctionnelle les argiles dans les sols et maintient les nutriments dans le sol en augmentant la capacité du sol à retenir des cations. Ce sont des sols qui, on peut dire, ils sont créés par l'homme tellement ils ont été transformés, avec une augmentation de fertilité, une augmentation de la capacité de rétention des nutriments et des propriétés qui sont comparables à certaines des meilleurs sols agricoles dans le monde. Et ça a été fait par des Amérindiens précolombiens et on est en train d'essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça. Et de telles innovations continuent. Et parfois, elles continuent de sources assez étranges. Là, c'est une petite histoire comment l'agriculture itinérante de brûlis à jachère longue, face aux pressions, face à la perte de terre, ça devient une agriculture itinérante sur brûlis avec des jachères trop courtes, et donc ça ne fonctionne plus. Comment les gens se sont adaptés? C'est une étude de 2 géographes canadiens au Pérou, près de Iquitos, près d'une grande ville, là où il y avait de moins en moins de terre. Les jachères sont devenues plus courtes, et surtout pour les foyers les plus pauvres en terre. Et donc, qu'est-ce qui se passait? En même temps, il y avait une demande croissante de la ville pour le charbon du bois. Donc, les gens ont commencé à faire du charbon avec le bois qu'ils ont découpé pour leur parcelle. Et ce que les géographes canadiens ont montré dans ce site, et il y a de plus en plus de kiln site agriculture, c'est-à-dire sur les anciennes parcelles de charbonnage, par manque de terre, les gens ont commencé à ouvrir leurs parcelles sur les anciens sites de charbonnage, qui ont à peu près les mêmes propriétés favorables que les Amazonian Dark Earth. Il semble dans ce cas que la plus forte fertilité des sols riches en charbon compense le raccourcissement de la jachère. Donc, une innovation, pas pensée, pas réfléchie, pas exprès, mais une innovation qui marche quand même. Donc, avec un stockage durable de carbone dans le sol et une augmentation des rendements. Dernière diapo, je vais laisser maintenant le fond d'écran à l'honneur. Vous avez vu sur tous les diapos, je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est. En fait, c'est un paysage qui a été modifié par l'agriculture sur les champs surélevés, dans les savanes inondables, dans la cuvette du Congo. Et ce qu'on voit là, c'est un paysage remodelé par les gens. Ils ont pris avantage des termitières, des sites surélevés dans cette savane saisonnièrement inondée.
Ils ont fait des traits linéaires et curvilinéaires, comme suppose des champs surélevés, et ils ont creusé des fosses pour stocker des poissons, probablement durant la saison de basse eau. Et donc, tout ça, c'est un exemple comment l'agriculture peut travailler avec les zones humides et pas contre elles. Donc, ça, c'est la minute que tu m'as arrangée au début. J'ai terminé. Merci. Bravo, Doyle. Okay. Tant pour l'exposé que pour le temps de l'exposé.